Bienvenue à toi dans l'émission Tommy le podcast pour les web entrepreneurs de demain. Aujourd'hui, j'ai un invité particulier. Je suis hyper content de l'avoir d'ailleurs. Il s'appelle Danilo. Bienvenue à toi, Danilo. Salut, J'espère comment que tu vas-tu? vas bien. Ça va et toi? Ouais, super, merci. Écoute, comme je disais, je suis hyper content que tu sois là. Euh, Aujourd'hui, on va parler de copywriting. Ça te va? Alors moi, ça me va parfaitement. Je me doute, vu que c'est une de tes spécialités. Euh, Tout d'abord, avant de parler de copywriting, j'aimerais que tu te présentes brièvement pour qu'on comprenne pourquoi on va parler de ce thème aujourd'hui. Ouais, bah écoute, j'ai essayé de me présenter brièvement. Alors concrètement, j'ai une agence de marketing digital spécialisée en publicité Facebook qui s'appelle DHS Digital. Et cette agence est née principalement grâce au fait que j'ai pu me lancer en tant que consultant, là aussi spécialisé en Facebook Ads, grâce à un blog. Moi, j'ai commencé vraiment par l'écriture, par le fait que j'ai commencé à écrire des articles de blog, à écrire des posts, à faire un peu de publicité pour moi, à lancer une newsletter, envoyer des emails chaque semaine. Et donc, le contenu m'a permis de me lancer en tant qu'indépendant, attirer des clients, fidéliser une audience et grandir de cette façon-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pu déjà monétiser une partie de mon contenu. Donc, j'ai du contenu payant en plus des articles de blog. Et en plus de ça, j'ai pu, grâce à ça, lancer l'agence, recruter deux personnes. Donc, une première personne l'année dernière et une autre cette année. Et voilà. Je sais pas si ça me présente bien, si j'ai tout dit. Si, si, très bien, c'est cool. Du coup, tu dis que tu as commencé par écrire. Justement, ça Ouais. va être le thème. Est-ce que tu pourrais donner la définition du copywriting? Ouais, Ta définition. ouais, c'est ça. Je vais d'abord commencer par la définition qui est la plus connue, qu'on reprend le plus souvent. C'est que le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre, pour faire passer à l'action. Donc, en gros, il y a des dizaines d'années, on appelait quelqu'un un copywriter quand il était capable de vendre à l'écrit, principalement grâce à des lettres de vente. Mais plus globalement, pour moi, le copywriting, c'est une écriture qui est directe, qui est plus directe, qui est engageante et que tu dois utiliser naturellement dans ta communication pour convaincre ton client idéal d'effectuer l'action que tu recherches. Et c'est pas forcément le fait d'acheter un produit ou de remplir un bon de commande. Une action, ça peut être simplement le fait de cliquer sur un bouton, de répondre à un email, de laisser un commentaire sur une publication ou même de laisser son email dans un formulaire de contact. Oui, très bien. Ouais. Ensuite, j'allais dire une dernière chose par rapport au copywriting, c'est que c'est aussi un tout. C'est pas juste le fait d'écrire, c'est aussi le fait de bien comprendre ton client et de, comme je te disais, d'écrire pour vendre, mais d'avoir aussi une écriture engageante, différenciante et qui plaît. Et c'est aussi bien une écriture que tu vas utiliser, enfin, c'est aussi bien une compétence, pardon, que tu vas utiliser à l'oral et aussi à l'écrit. Ouais. Donc, la première question qui me viendra à l'esprit, c'est est-ce qu'on est avec cette compétence ou est-ce que ça peut se développer? Pour moi, ça se développe énormément. Tu peux, comme dans tout, comme dans n'importe quelle compétence, tu peux être meilleur que d'autres naturellement, mais quand tu travailles, quand tu essayes d'apprendre, quand tu pratiques, quand tu te formes, naturellement, tu peux devenir bon là-dedans. Après, c'est vrai que si tu es totalement nul à l'écrit, que tu sais pas écrire sans faire, comment dire ça? Sans enfin, que tu as toujours été je sais pas comment expliquer ça, mais tu as été très, très, très mauvais en français et que tu as du mal à faire une rédaction ou à écrire un simple email, c'est vrai que ce sera peut-être un peu plus compliqué pour toi de l'apprendre. Mais je pense de manière générale, la plupart des personnes qui écrivent dans leur job, qui écrivent des emails, des publications, qui ont peut-être un site web et qui rédigent certaines choses sur leur site, peuvent apprendre le copywriting et devenir bons là-dedans parce que c'est finalement toute une série de concepts qu'il faut maîtriser, donc des techniques, des formules, mais aussi des méthodologies comme le fait de comprendre ton client, l'étudier, lui parler et ensuite écrire en fonction de ce que tu sais de ton client. Donc pour moi, oui, ça s'apprend et ça s'apprend énormément avec la pratique. Ouais. D'ailleurs, sans le vouloir, on peut pratiquer du copywriting sans s'en rendre Pour, compte. pour moi, quand tu écris un mail, déjà tu fais du copywriting parce que quand tu écris un mail, ce que tu attends finalement, c'est une réponse ou alors, non, de manière générale, quand j'écris un mail, c'est juste pour avoir une réponse. Donc tu peux te montrer plus convaincant que d'autres pour avoir une réponse. Ouais, c'est ce qu'on va voir finalement aujourd'hui. Hem, pour toi, quelles sont les bases du coup pour bien communiquer, quelles sont les bases finalement du copywriting?
Bah, je t'ai déjà dit un petit teasing, mais concrètement, pour moi, comprendre ton client, c'est la base. Parce que si tu sais pas ce que ton client veut, si tu sais pas ce que la personne veut, tu auras du mal à la convaincre. Parce qu'on l'a dit, le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre, pour convaincre, pour faire passer à l'action. Donc, tu dois comprendre les besoins du client, ses problématiques, pour ensuite lui parler. Après, comme je te disais, tu dois aussi développer une sorte d'arsenal de techniques et de formules que tu vas utiliser. Par exemple, une formule qui est très connue, pardon, c'est la formule AIDA qui te permet justement de structurer un message. Encore une fois, que ce soit un message marketing pour vendre ou une simple publication ou encore un email que tu vas envoyer à un prospect. La formule AIDA, c'est une formule qui commence par le fait d'accrocher l'attention, ensuite d'obtenir l'intérêt de la personne, créer du désir et ensuite faire passer à l'action. Et donc, quand tu structures ton message d'une façon à d'abord accrocher l'attention, avec peut-être une question qui va choquer, une question qui va soulever un problème, une statistique qui est étonnante, et qu'ensuite tu vas créer de l'intérêt en parlant à la personne de son problème, de ce qu'elle vit actuellement, de ce que tu peux lui apporter. Et enfin, quand tu vas parler ensuite de ton offre, ce n'est pas forcément un produit ou un service, ça peut être ce que tu vas proposer à la personne. Par exemple, un partenariat, tu proposes à la personne le partenariat et tu lui montres en fait les bénéfices qu'elle va retirer du partenariat. D'accord. Donc, par exemple, bah voilà, je te propose d'aller sur mon podcast et quand tu iras sur mon podcast, eh bien, il y a des chances que le podcast reçoive 1500 écoutes dans les 2 premières semaines et que toi, tu aies environ 4 à 5 prospects sur base de ce podcast. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Eh bien, parce que la majorité des personnes qui ont été sur le podcast ont eu en moyenne 5 prospects. Enfin, tu vois, là, j'invente, je dis un peu n'importe quoi. Ouais. Mais en gros, le but, c'est de créer du désir envers ta proposition. Et enfin, bah, tu vas terminer par un call to action. Donc, si on reprend l'exemple du partenariat, eh bien, tu pourrais simplement poser une question du type: est-ce que ça pourrait vous intéresser? Je ne sais pas combien je reçois de mails où tu n'as pas un appel à l'action clair, une question ou quelque chose que je dois faire après avoir lu le mail. Ou alors, ça peut être clique sur ce bouton clique sur ce lien, pardon, pour réserver un appel découverte avec moi et on en discute. Et en fait, le fait d'avoir le réflexe dans chaque message marketing que tu écris, que ce soit un email, une publication, une publicité, un article de blog, tout ce que tu veux, d'insérer des call to action, bah déjà ça te permet d'être plus convaincant que la majorité des gens qui ne le font pas. Ouais, ce que j'allais dire, ça te démarque et puis ça te fait passer à l'action finalement. Parce qu'on a besoin que ça soit écrit finalement. Disons que tu es directif, tu es plus directif que d'autres et c'est vrai qu'en effet, je sais pas s'il y a des études qui le montrent, mais je pense que oui, c'est que quand tu donnes un ordre, la personne a plus tendance à réaliser l'action que tu lui demandes, que si tu lui dis: «N'hésite pas», enfin, tu vois, par exemple, je reçois souvent des mails où, on me dit: «N'hésite pas si tu as une question» ou «N'hésite pas à me dire ce que tu en penses». Mais en fait, quand tu dis: «N'hésite pas», la personne n'a pas forcément envie de le faire. Alors quand tu lui dis: «Pose-moi une question» ou alors, «Réponds à cet email si tu es d'accord avec moi» ou «Réponds à cet email, si, tu as un problème avec tes publicités Facebook», eh bien, tu es plus convaincant que si tu dis: «N'hésite pas à me contacter», tu vois? Ouais. Mmh. Ouais, d'où l'importance vraiment d'un bon call to action dans n'importe quelle page. Mmh. Ouais. Bah, Ouais. là, on a déjà un peu résumé, mais les bases pour communiquer, pour ceux qui écoutent, pour résumer, c'est accrocher l'attention, créer de l'intérêt, du désir et ensuite terminer par un call to action. Ouais, ça c'est la base, cette méthode IDEA là. Et si vous voulez plus d'infos, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour sur internet. Mais vraiment, voilà, Danilo a très, très bien résumé cette méthode et il faut, l'appliquer au mieux, au quotidien finalement pour développer cette compétence. Mmh. OK, super. Hem, est-ce que tu aurais, bah, on va essayer de parler concrètement, est-ce que tu aurais des techniques pour justement accrocher le lecteur? Comment, comment finalement, pourquoi ton lecteur va venir lire ton contenu et pas celui d'un autre? Ouais, bah, ça, c'est aussi une question qui est fréquente, c'est comment tu vas accrocher l'attention, comment tu vas attirer l'attention de la personne? Eh bien, tu as plusieurs façons de faire. Les 2 façons les plus connues, c'est la première, c'est de toucher les émotions. Donc comment si tu touches les émotions? Eh bien, tu vas chercher à comprendre ce que veut la personne ou des douleurs, des frustrations qu'elle vit actuellement et tu vas les énoncer simplement dans ta copie quand tu démarres, ton accroche. Donc il faut comprendre que chaque message que tu vas démarrer commence par une accroche que tu as en anglais, on appelle ça un hook, donc H-O-O-K. Donc si vous faites des recherches sur internet, vous allez voir des exemples et en fait, une bonne accroche, ça peut être soit une question dans laquelle tu vas, par exemple, énoncer un problème vécu par tes clients. Donc par exemple, tu pourrais démarrer ton accroche, ton email par,
est-ce que tu as du mal à trouver des clients? Ou alors est-ce que tu as du mal à trouver le bon régime pour perdre du poids ou pour prendre du muscle? J'invente, tu vois? Encore une fois, c'est de chercher le problème vécu par tes clients et de l'énoncer dans ton accroche. Ce que tu peux faire aussi, ce que moi j'aime bien faire, c'est marquer les esprits et surprendre d'une certaine façon. Comment est-ce que tu fais ça? Tu peux énoncer une statistique qui est marquante. Par exemple, saviez-vous que 88% des personnes qui suivent un régime ne le suivent pas jusqu'au bout? Point d'interrogation. Et donc là, du coup, tu vas accrocher l'attention de la personne parce qu'elle se dit: «Ah bah tiens, je savais pas ça», et puis après, elle aura envie de lire la suite pour comprendre, bah, pourquoi les 88% des personnes ne suivent jamais le régime jusqu'au bout. Ouais. Tu peux aussi piquer la curiosité avec un mystère. Donc, par exemple, veux-tu connaître le secret numéro un pour perdre du poids ou pour trouver des clients sur internet? Tu peux aussi débuter avec une citation, ça se fait beaucoup aussi. Tu prends une citation connue d'un expert, d'une autorité dans ton domaine et tu démarres ton message marketing par ça. Donc après, encore une fois, ça dépend de ce que tu écris, mais si tu écris une publicité, ça marche très bien de débuter avec des citations qui peuvent être également finalement des verbatims, donc des phrases, des affirmations que tes clients répètent souvent. Donc par exemple, si tes clients répètent souvent dans le domaine de la pub Facebook, dans mon exemple, la pub Facebook, ce n'est pas fait pour les business de service, ça coûte cher, c'est compliqué. Eh bien, quand tu démarres ta publicité par ça ou ton message marketing par ces citations qui reviennent souvent, c'est verbatim, eh bien, naturellement, tu vas accrocher plus attention. Ouais. Dans d'autres cadres, ce que tu peux faire, admettons que tu fais une vidéo, parce qu'en fait, le copywriting, je l'ai dit, c'est pas juste le fait d'écrire, c'est une compétence de communication que tu vas utiliser aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Et donc, admettons que tu fais une vidéo, bah, une façon de capter l'attention, bah, c'est d'apporter du mouvement ou d'avoir une sorte de pattern interrupt qui va faire que la personne va directement être interrompue dans ce qu'elle fait. Donc ça peut être un mouvement de bras, ça peut être un truc qui est bizarre, j'en sais rien. Moi, Oui, comme les chanteurs ou les choses comme ça, là. Ils ont tous leur petite mimique ou leur petite, ouais, leur petit truc à eux pour se différencier. Voilà, ben, je vais te donner un exemple de pattern interrupt. Je relisais un livre qui s'appelle The Boron Letters, donc les lettres, je ne sais plus comment on appelle ça en français, les lettres de Boron, Oui. bref, de Gary Albert. Et ce qu'il explique pour attirer vraiment l'attention de ses prospects, donc en fait, à l'époque, il vendait uniquement, pardon, en envoyant des lettres de vente, donc des lettres que tu reçois vraiment chez toi dans ta boîte aux lettres. Et ce qu'il faisait, c'est que dans la lettre, il apportait, enfin, il rajoutait en plus quelque chose. Et ce quelque chose, ça dépendait un peu de son prospect, mais à un moment, il voulait vendre de l'immobilier à Hawaï. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il rajoutait en plus de la lettre un petit sac de sable. Et nous, tu disais, mais pourquoi est-ce que j'ai un petit sac de sable en plus de la lettre? Eh bien, c'était pour capter ton attention. Et en fait, quand tu lis la lettre, la lettre commençait par un truc du genre, si vous vous demandez pourquoi est-ce que je vous ai offert un sac de sable en plus de cette lettre, c'est pour vous parler d'une opportunité qui va, je pense, vous intéresser. En effet, et puis après, il parle de son histoire d'immobilier à Hawaï, tu vois. Et donc, du coup, je pense qu'il disait, oui, c'est du sable que j'ai directement récupéré à la mer de Hawaï, et ce sera bientôt votre cas puisque vous allez investir à Hawaï. Enfin, tu vois un peu l'idée, mais tu peux toujours avoir une façon d'attirer l'attention en faisant quelque chose qui est un peu unique et qui va justement interrompre le quotidien normal des gens. Ouais, tout à fait, ouais. Mmh. Ce qui est important, c'est que tu as parlé, tout au début là de l'émotion Ouais. et ce qui est important de dire, c'est que finalement on vend grâce aux émotions. Je sais pas si tu es d'accord avec ça? Entièrement d'accord. C'est qu'en gros, tu achètes sur base de tes émotions et tu justifies ensuite par la logique. C'est assez connu. Après, il faut comprendre que tu as différents types d'émotions, pardon. Tu as les émotions positives et les émotions négatives. Je vais te poser une question, c'est entre les émotions positives et négatives, à ton avis, qu'est-ce qui motive le plus ton client idéal? Pour passer à l'action, bien sûr. Bah, moi je dirais les émotions négatives. Ouais, c'est les négatifs. Pourquoi? Parce que tu es plus motivé par le fait d'éviter ou de soulager une douleur ou quelque chose qui va mal se passer dans le futur, que de rechercher un plaisir spécifique. Donc du coup, quand tu vas parler aux douleurs, enfin, quand tu vas parler, de ce qui frustre ou de ce qui fait mal, de ce qui dérange ton prospect, tu vas naturellement plus capter son attention et lui donner envie de s'approprier ta solution à toi, ton produit, ton service, que si tu lui parles juste de plaisir et d'objectifs ou j'arrive pas à te le définir, des désirs, mais qui sont plutôt positifs, tu vois? Mmh. Ouais. C'est pour ça que justement,
les personnes qui vendent des régimes, etc., vont plutôt vont plutôt commencer par l'aspect négatif de la chose. Du fait, voilà, vous avez essayé tous les régimes possibles et imaginables, vous en avez marre de perdre votre temps et votre énergie à trouver le meilleur régime, vous en avez marre de ne pas être satisfait pardon, de votre corps, vous ne rentrez jamais dans vos tenues. Eh bien, ça, c'est une façon d'accrocher l'attention parce que tu vas vraiment parler aux peurs, parler de ce qui fait peur à la personne, de ce qui la dérange, de ce qui la frustre. Donc naturellement, c'est une façon qui est très connue d'attirer l'attention, d'attirer l'attention et de vendre, eh bien, c'est d'utiliser des émotions négatives. Après, les émotions positives, tu dois également les utiliser, surtout quand tu vends ta solution. Parce que quand tu vends ta solution, tu vends le positif. Donc naturellement, tu vas à la fois utiliser des émotions négatives et positives dans tes messages marketing. Ce que je veux te dire là, c'est que si tu veux capter l'attention de la personne, tu as plus de chances de la capter avec de l'émotion négative que de l'émotion positive. Mm. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Et puis, si on fait attention aux différentes pubs, comme tu l'as bien rappelé, ils mettent plus en avant la peur, la frustration que finalement le désir. Ouais. Ouais. Et depuis que je sais ça, pour la petite anecdote, c'est vrai que dès que je vois une pub, j'essaye de voir comment est structuré finalement le message. Le message, Est-ce que finalement ils utilisent bien la fameuse méthode AIDA, quoi. Donc par exemple. c'est plutôt marrant. Ouais. Ouais. Mais après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans certains messages marketing, ça n'a pas de sens de parler de douleur. Quand tu vends par exemple un bijou, c'est difficile de parler d'une douleur. Ou alors quand tu vends par exemple du Coca-Cola, c'est compliqué de vendre, compliqué de parler d'une douleur. D'ailleurs, quand tu regardes les pubs de Coca-Cola, c'est quoi? C'est des gens qui sont heureux, c'est Heureux, des ouais. familles, c'est des amis. Et donc, qu'est-ce qu'on vend finalement? On vend un bon moment, le fait d'être heureux, d'être content, de s'amuser. Ça, c'est ce qu'on vend quand tu vends du Coca-Cola. Après, tu vends aussi le rafraîchissement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on te montre à chaque fois la boisson vraiment en grand avec des gouttes dessus pour te Ouais. dire, ben voilà, quand tu as soif, ben, prends un Coca-Cola. Et parce que le but, c'est de t'insuffler cette idée en tête. Mais si je te dis ça, c'est parce que pour certains produits, pour certaines cibles, tu vas aussi utiliser la notion de statut, d'identité. Voilà. Et donc, en gros, tu vas réfléchir à ce que le client, à ce que ton client veut élever dans sa personne et quelle image il veut projeter. Est-ce qu'il veut avoir plus confiance en soi? Est-ce qu'il veut élever sa spiritualité, son statut social, son intelligence relationnelle? Donc, par exemple, quand tu vends une voiture, tu vas souvent utiliser ces notions de statut social. On va souvent dire, ah ben voilà, la voiture, elle est grande. En plus de ça, elle est luxueuse, elle est confortable, elle est spacieuse. Et en fait, tu vois à chaque fois les personnages que tu vois dans la publicité ou dans la vidéo. Par exemple, si tu prends les vidéos des Mercedes classe S, tu vas vraiment une personne qui est à son aise, qui sort du bureau, qui va voir sa femme. Il est, Elle est à l'arrière et lui, tu vois, il paraît super important. Bah, ça, c'est un peu le but quand tu vends un produit de luxe, ben, c'est d'utiliser les notions de statut. Mmh. Une autre pub qui est très très connue, que j'ai citée dans ma formation, c'est la pub de Gatorade, que en fait, j'ai découverte, que je ne connaissais pas avant, dans le reportage de Last Dance de Michael Jordan sur les Chicago Bulls. Et ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y avait une publicité, la publicité Gatorade, qui était Be Like Mike. Et le but, c'était en fait que comme tout le monde voulait ressembler à Michael Jordan, eh bien, ils ont utilisé son image, celle de Michael Jordan, pour dire, eh ben voilà, si tu bois du Gatorade, eh bien, tu seras comme Michael Jordan. Donc, ils ont utilisé la notion de statut, du fait, encore une fois, d'élever sa confiance en soi, de ressembler à une icône pour vendre une boisson. Ouais, c'est très bien Un peu joué le en tout truc. cas. Mmh. Ouais. Ouais, Donc, les émotions, pour résumer, c'est utile pour vendre. c'est très utile effectivement. Et du coup, si on parle des émotions, pour toi, quels seraient les principaux mots à utiliser dans un texte? On parle souvent de mots pour convaincre. Est-ce que tu aurais quelques exemples à donner? Là, comme ça, j'ai du mal à t'en donner, mais après, il y a des mots qui sont connus. Par exemple, on a parlé du fait qu'on est motivé par les émotions négatives. Une émotion qui finalement est négative, c'est le fear of missing out, donc la peur de rater quelque chose. Donc, du coup, quand tu vas utiliser cette émotion dans ton message marketing, comme c'est le cas aujourd'hui, parce qu'on enregistre pour le Black Friday, eh bien, dans le Black Friday, tu vas utiliser beaucoup de mots négatifs du type dernière chance, il faut en profiter, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ou alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme tournure jusqu'à moins 30% pour seulement 50 personnes. Donc, tu vas utiliser beaucoup de tournures un peu bateau, négatives, mais finalement qui vont créer cette peur de rater quelque chose. Donc, Oui. ça, c'est un Mmh. exemple. Après, pour j'essaie de réfléchir, mais pour tout ce qui est des désirs, eh bien, tu vas poser une question du type est-ce que vous auriez aimé, ou alors est-ce que vous aimeriez avoir
ou est-ce que vous aimeriez obtenir? Ça, c'est les trucs que tu vas utiliser pour les émotions négatives. Pour les émotions positives, pardon. Pour les émotions négatives, tu peux utiliser plutôt est-ce que vous ressentez ou vous vous êtes déjà peut-être attends, vous vous êtes peut-être déjà senti ou alors vous avez peut-être déjà vécu. Eh bien là, tu vas encore une fois faire preuve d'empathie et parler à la personne de ses émotions négatives. Mmh. Je sais pas si c'était clair. Oui, oui, tout à fait. Et ce qui est bien là, c'est dans tes exemples, c'est que tu joues aussi sur, les 5 sens finalement. Ouais, voilà. Non, mais voilà, c'est un truc que je disais aussi dans l'information, c'est que tu dois jouer sur l'essence naturellement. Et donc, du coup, dans ton copywriting, c'est un bon petit conseil que je peux donner, c'est essayer d'être très spécifique. Déjà, quand tu décris, quand tu veux, comment dire, que la personne soit ressent des émotions, voilà, les émotions positives ou négatives, eh bien, tu vas décrire sa situation dans les moindres détails pour montrer bah, déjà que tu la comprends. Et comme tu connais la personne, tu sais ce qu'elle vit, bah, naturellement, elle va se sentir touchée par ton message si tu lui décris sa situation très précisément. Et pareil, quand tu fais l'inverse, quand tu décris la situation idéale pour elle, la transformation, bah, c'est ça aussi qui va vendre dans ton message, c'est le fait de décrire une situation rêvée par la personne. Ouais, Donc, en résumé, être très spécifique. ouais, très spécifique, c'est important, ouais. Mm. OK, super. Je te poserai du coup une question sur justement les erreurs à ne pas faire ou à ne pas commettre. Est-ce qu'il y a Les des erreurs à ne pas choses connaître, dans quel sens? Dans le copywriting ou dans oui, par rapport à l'écriture ouais, au copywriting? Est-ce qu'il y a des choses surtout à ne surtout pas faire? écoute, l'erreur la plus tu allais dire autre chose? Non, non, allez-y, vas-y, vas-y. Non, j'allais dire l'erreur la plus courante dans le copywriting et que je fais encore parfois aujourd'hui, c'est de mal connaître ton client idéal ou ne pas le connaître du tout. Pour moi, ça a pas de sens. On a parlé justement des émotions, des désirs. Si tu sais pas ce que les gens veulent, si tu sais pas ce qui les frustre, si tu sais pas ce qui les dérange, comment veux-tu être convaincant? Comment veux-tu leur avoir une bonne accroche si tu sais pas ce qu'ils veulent et si tu sais pas ce qui les dérange? Donc du coup, naturellement, si tu connais pas ton client idéal, si tu connais pas ce qu'il a essayé de faire pour résoudre son problème, si tu connais pas son problème, si tu connais pas ses besoins profonds, ses désirs profonds, tout ce que tu veux sur cette personne-là, tu auras du mal finalement à lui parler. Et je dirais même, si tu ne sais pas où cette personne a l'habitude de passer son temps sur internet, bah, tu as déjà tout raté parce que tu vas à la fois utiliser un mauvais message sur le mauvais canal de communication parce que si tu supposes que tes clients sont sur LinkedIn et qu'ils sont sur Instagram, ben, ça sert doublement à rien d'écrire sur LinkedIn parce que d'un côté, ton client idéal, il est même pas sur LinkedIn et en plus de ça, tu as même pas le bon message. Donc du coup, c'est très important de connaître ton client idéal. Ouais. Une erreur aussi que j'ai faite, je te dirais, c'est de recopier la concurrence. Quand je dis recopier, c'est t'inspirer. C'est-à-dire, admettons, tu te lances en tant que consultant Facebook, et quel est ton premier réflexe? C'est que tu vas aller voir le site du meilleur consultant Facebook, du consultant le plus connu, et tu vas un peu utiliser les mêmes tournures que lui. Tu vas utiliser la même structure pour ta page d'accueil. Tu vas utiliser le même type de post. Tu vas reprendre ses idées de contenu. Ben ça, c'est un peu dommage parce qu'en fait, tu deviens un copycat et donc tu n'arrives pas à te différencier si tu fais la même chose que quelqu'un d'autre. Et en plus de ça, tu écris avec une tonalité qui n'est pas la tienne, puisque tu écris comme l'autre parle. Et moi, ça m'était beaucoup arrivé au début, encore une fois, d'utiliser une tonalité qui n'était pas la mienne, parce que je récupérais inconsciemment parfois des tournures qui provenaient d'autres sites que j'avais lus, parfois des sites qui ne sont même pas dans ma cible, mais que j'avais lus parce que je voulais voir un peu comment être structurés les sites. Donc je te dirais que c'est parfois important de se couper un peu de ce que tu vois autour de toi pour faire un truc qui te ressemble vraiment quand tu écris. Donc du coup, éviter, je dirais bien, de trop lire ce que font les autres. Par exemple, moi, j'évite de lire ou d'écouter ce que font les autres consultants que moi, parce que j'ai peur, au final, d'utiliser les mêmes tournures qu'eux et d'avoir le même genre d'idées quand je parle. Mmh. Je te dirais qu'il y a d'autres erreurs, hein, bien sûr, des connues, c'est surutiliser certaines techniques pour vendre. Ça peut être le fait de, quel que soit ce que tu écris, tu vas utiliser des mots choquants, des tournures un peu bateaux, tournures très connues. On en a un peu parlé, mais tu as des tournures pour écrire des titres que tu as déjà des milliers de marketeurs qui ont déjà utilisé. Donc du coup, tout le monde connaît ces tournures, donc tu ne te différencies pas vraiment en ayant les mêmes tournures du type, voilà, comment faire X sans obtenir, sans faire Y et puis après tu mets encore une autre tournure un peu bizarre. Ça, j'aime pas trop. Donc suivre vraiment des templates qui sont déjà faits et les remplacer parce que toi tu fais, ça j'aime pas. La fausse urgence, c'est connu aussi, c'est le fait de constamment parler de date limite ou de créer de la rareté qui n'existe pas. Ouais, ça, c'est chiant. Euh,
Des promesses exagérées, ça se fait beaucoup aussi. Des Ouais. promesses qui sont très fortes, qui sont pas réelles, qui sont tellement exagérées que ton client il n'y croit même pas. Et voilà, je pense que c'est ça, les erreurs à ne pas commettre quand tu fais du copywriting, c'est celles qui me viennent en tête parce que je les ai quasiment toutes faites. Mmh. Bah, après, je pense qu'on y passe, un petit peu plus ou moins, hein, sur ces erreurs, parce que ça reste, Mmh, enfin, il faut essayer de les éviter un maximum, mais tu as parlé là des par exemple de ouais, s'inspirer de la concurrence. C'est c'est vrai que dur. quand tu démarres ou quand tu veux faire du copywriting, c'est effectivement difficile de pas regarder, du moins au début. Très, très dur, très, très dur. Je dis Donc il pas le faut contraire. essayer de s'inspirer, oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est ton authenticité qui fera, obtenir, des clients ou autre chose, parce que tu désires finalement. Ouais, il y a ça. Je dirais que c'est une très, très bonne remarque, c'est que moi, j'ai de nombreuses personnes qui ont rejoint mes programmes ou qui se sont inscrits à mon newsletter parce qu'ils aimaient bien ma personnalité et comme tu disais, ma tonalité qui est peut-être, qui va pas plaire à tout le monde, mais qu'il ressentait comme étant authentique. Parce qu'en fait, authentique, c'est un mot qui est utilisé un peu à toutes les sauces. Authentique, c'est simplement être soi-même. Donc en fait, quand les gens ressentent que tu es toi-même, même si tu es foncièrement, on va dire enfin, je veux pas dire le mot, mais c'est quelqu'un qui est, allez, j'arrive pas à dire, mais je veux pas dire le mot comme ça, mais il y a des gens qui vont t'apprécier pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc genre, je Mmh. connais des youtubeurs qui se comportent très mal, qui ont vraiment des avis très tranchés, qui n'hésitent pas à clasher des gens et qui ont une audience dingue et tu te dis: «Mais comment c'est possible qu'ils ont une audience pareille?» Eh bien, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes et il y a des gens qui les apprécient pour ce qu'ils Pour sont. ça, ouais. Mmh. Donc du coup, quand tu écris, tu dois garder ta tonalité, tu dois garder, certaines de tes qualités. Si tu es quelqu'un qui aime bien rigoler, si tu es quelqu'un qui a un franc-parler, moi c'est mon cas en tout cas, j'aime bien utiliser l'humour et avoir un franc-parler, eh bien c'est des choses que j'utilise énormément dans ma tonalité. Après je te dirais que si tu es une marque, si tu es pas un consultant et donc du coup tu as une identité de marque, eh bien le fait de connaître, ton identité de marque, quelles sont tes valeurs, quelle est ta personnalité, ça te permet d'avoir une tonalité qui est unique. Parce que si tu sais que tu es une marque plutôt très professionnelle et que tu t'adresses à une cible très, comment on dit ça encore, très sophistiquée, eh bien, tu vas utiliser justement un langage plus sophistiqué, plus professionnel, plus, je ne vais pas dire monotone, mais tu vois, tu ne vas pas utiliser un langage qui fait cool, qui fait jeune, qui est très direct, qui est, comment on dit ça encore? J'arrive pas parfois à trouver les mots, mais tu vois, un qui est trop punchy, bah, ça va pas toucher, ta cible puisque c'est pas comme ça qu'ils ont l'habitude, enfin, ils ont pas l'habitude qu'on s'adresse, à eux comme ça et en plus de ça, ça te ressemblera même pas en tant que marque. Mmh. Ouais. D'où encore l'importance, on y revient, de connaître finalement la cible, son avatar, quoi, Très pour, important, mais adapter quand son tu discours. ouais, c'est ça, mais genre, je connais plein de consultants, par exemple, qui utilisent le «tu» même sur leur site web, dans leurs publications, parce qu'ils savent que leur cible est majoritairement jeune et donc du coup, ils ont pas forcément besoin de la vous voyez. Moi, personnellement, j'utilise le «tu», donc le tutoiement uniquement dans mes newsletters parce que je trouve que c'est plus naturel quand j'écris un email et ça, on n'a pas forcément parlé dans ce podcast, mais écrire un email, pour moi, c'est quelque chose de très personnel, donc j'ai vraiment du mal à utiliser le «vous» dans mes emails et même quand je parle à quelqu'un, un prospect potentiel par email, c'est tr j'utilise le plus souvent le tutoiement. Donc, je vais directement essayer de tutoyer la personne parce que je préfère tutoyer la personne quand je lui écris un mail, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est personnel. Donc du coup, le tutoiement peut je sais pas pourquoi je parle de ça, mais le tutoiement, est très utile quand tu écris des mails, parce que ça fait personnel. Après, encore une fois, si tu as une cible qui est très sophistiquée et qui a l'habitude qu'on s'adresse à elle par le vouvoiement, bah, tu vas utiliser le vouvoiement. Ouais, beh, justement, ça allait être une de mes questions aussi, OK. la différence, entre le «tu» et le «vous». C'est vrai que la barrière, elle est pas si Bah, éloignée que ça finalement. que en fait, je te dirais, tu peux utiliser le vouvoiement et avoir quand même une tonalité, un style, d'écriture qui est très personnel. Mais c'est juste que ce que tu dois faire dans ce cas-là, c'est écrire tes emails avec en tutoyant et après remplacer tous les «tu» par des «vous». Parce que, par exemple, moi, je connais des copywriters qui écrivent très bien, en vouvoyant. Donc, par exemple, Stan Leloup, de Marketing Mania, il utilise le vouvoiement dans ses newsletters et je trouve justement très, très personnel, très bien rédigé. Donc, c'est pas parce que tu vouvoies que tu es pas personnel. Mais pour répondre à ta question, le tutoiement, c'est juste une façon d'écrire qui est naturellement plus directe et qui paraît plus personnelle puisque tu tutoies la personne. Après, les désavantages, c'est qu'il y en a qui n'aiment pas ça, qui se sentent, voilà, qui sont pas confortables avec ça, parce que tu les Mmh. connais pas, donc c'est un peu compliqué de tutoyer. Mais je te dirais que si tu as une cible jeune, pour moi, tu peux la tutoyer sans trop de problème. Ouais, d'accord. Tout à l'heure, tu as parlé comme erreur au niveau du titre et justement, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le titre, c'est la base. Si tu as pas un bon titre, finalement, la personne va pas lire le reste. C'est ça? Bah, Hem, ouais, vas-y, je donc te laisse poser justement, la ouais, question. est-ce que tu peux me parler justement de cette importance du titre et comment finalement on fait
pour écrire un bon titre? Quels sont les conseils que tu pourrais donner? Ouais. Bah, en effet, un titre, c'est très important de ne pas se rater parce que le titre, ça intervient sur à quasiment tous les supports que tu vas utiliser. Le titre de ton email, par exemple, tu peux utiliser un titre qui va utiliser de la surprise ou qui va être orienté sur une offre. Donc, admettons, là, tu es en plein Black Friday, bah, tu vas pas faire le mystérieux. Tu vas être très direct. Tu vas dire, bah, écoute, voilà, moins 30% sur mon super produit jusque demain. Ça, c'est par exemple un titre. Donc, le titre, tu l'utilises un peu partout dans les emails, les pages de vente, même un post que tu vas écrire. Pour moi, le post, il peut très bien avoir un titre et ton titre, c'est quasiment, finalement, c'est ta première phase d'accroche. Ton article de blog, il va aussi avoir un titre et donc tu ne dois pas te rater là-dessus. Et donc le titre, ça dépend vraiment du support. Si par exemple tu écris une page de vente, ton titre, généralement, il va être orienté sur le bénéfice client, la transformation. Donc si tu vends par exemple euh, qu'est-ce que j'allais dire? J'essaie de réfléchir, j'ai toujours du mal quand je cherche des exemples, donc si tu as un exemple à me donner, n'hésite pas. Hem, Bah là, typiquement, je dois, faire une page de vente pour, un programme d'accompagnement pour écrire un roman. Allez, on va voir si, tu arrives à me sortir un bon titre là-dessus. Bah, là, comme ça, j'aurais du mal parce que je connais pas bien la cible, mais pour écrire un roman, bah, justement, tu vas réfléchir à ce que la personne veut. Donc, par exemple, si la personne, elle galère à écrire son roman et qu'elle a jamais d'idée et qu'elle a jamais le temps, bah, tu pourrais utiliser ça dans ton titre. Tu pourrais dire, par exemple: «Comment écrire un roman en moins de 6 mois?» et c'était quoi le problème? J'ai oublié déjà. C'était, heu, comment écrire un roman en moins de 6 mois? Tu peux reprendre donc j'avais dit quoi encore avec le roman? C'était attends, je me perds dans mes Hem, idées. bah, je te l'ai dit comme ça aussi, donc c'était, oui, un programme d'accompagnement pour écrire un roman tout simplement, donc Oui, mais effectivement, justement, du coup, il faut réfléchir aux problématiques de la personne quand elle bah, écrit, il y a au moment d'écrire un roman. effectivement les idées qui sont Voilà, c'était qu'on les n'arrive idées. pas à enchaîner, la perte de motivation, il y a plusieurs Voilà. facteurs. Mais quand tu comprends bien exactement le principal pain point, la principale douleur et le principal objectif de la personne quand elle écrit son roman, bah, tu peux écrire un bon titre. Après, comme on a dit, tu as plusieurs façons d'écrire ton titre. Tu peux avoir un titre plutôt orienté sur la transformation ou plutôt sur le problème et ensuite parler de la solution au fur et à mesure de ta copie. Donc je te dirais, c'est difficile à dire comme ça, mais on pourrait imaginer si le principal problème de la personne, c'est le manque d'idées, eh bien, on pourrait imaginer comment trouver une infinité d'idées pour écrire votre roman ou comment structurer parfaitement votre roman pour l'écrire en moins de 6 mois. Enfin, là, j'invente, tu vois, c'est Oui, très oui, je compliqué. comprends bien. Après, tu as certaines tournures qui sont très connues, le fait d'avoir un comment plus Oui, un objectif ou plus un bénéfice ou une transformation. Le fait d'avoir des chiffres, ça c'est très important d'avoir de la spécificité dans ton titre. Donc si tu peux promettre par exemple un gain très spécifique, donc par exemple comment générer plus de 2 000 € de revenus en tant que freelance en déant les 6 premiers mois de votre activité, bah là tu peux avoir un bon titre comme ça si tu peux baquer ta promesse. mmh. OK, ouais, Donc, c'est bien donc intéressant. mon point là-dessus, c'est vraiment penser à la transformation. Qu'est-ce que la personne veut réaliser? C'est quoi qu'elle veut obtenir? Et Mmh, ce que tu peux aussi faire, ben, c'est toujours penser à la douleur, au problème de la personne et comment tu peux le résoudre. ouais. Donc là, d'après ce que tu dis, si je comprends bien, c'est-à-dire que ce que tu vas écrire sur une page de vente, tu vas pas forcément ce sera pas la même chose sur, une landing page ou sur un mail. Non, 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 pour moi, c'est pas que c'est pas la même chose, c'est la façon de tourner le message est un peu différent. Parce que quand tu écris un mail, généralement, ce qui marche très bien, c'est une approche plutôt indirecte. C'est peut-être commencer par une petite histoire, par une petite une anecdote, ou alors le fait de parler à la personne de ses problèmes à elle, mais pas d'être trop direct non plus. Tu vas pas commencer ton mail par dire hey, moins 30% pour le Black Friday, achète mon produit. Tu vas essayer de créer du contexte avant de parler de ton offre. C'est un peu pareil pour une page de vente, mais c'est un peu différent parce que la page de vente, tu vas toujours commencer par le fameux titre, puis après l'introduction, puis après tu vas parler de, tant que je ne dise pas de bêtises, Mmh, pas forcément de la solution, mais de ce qui mène à la solution, de ce qui t'a mené à la solution. Puis après, peut-être des résultats de la solution. Et mmh, ensuite, tu vas seulement parler de ton offre. Tu vois. ouais, Donc ça dépend un peu. ouais, L'email, par exemple, le but, c'est de vendre un clic, alors que la page de vente, c'est que la personne achète. Donc tu vois, les deux façons d'écrire sont différentes, puisque dans l'email, tu vends le clic. ouais, c'est ça. Donc, effectivement, tu peux pas écrire de la même manière, sur un blog que pour une page de vente. C'est ça que je Oui, voulais c'est ça que je entendre, voulais quoi. mais c'est ça Ouais, que j'essaye de dire aussi, donc c'est c'est important. pareil quand mmh.
Donc, c'est bien que tu l'aies effectivement rappelé là-dessus. Ouais. Ok, super. Et du coup, alors, le copywriting, donc on a vu que c'était pas un don et que ça pouvait s'apprendre. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour justement développer cette compétence? Bah, le premier conseil, c'est de pratiquer énormément, c'est d'écrire, écrire tous les jours, écrire, écrire, écrire et ne jamais se démotiver si au début c'est un peu dur. Ce que tu peux faire aussi, ce que moi j'aime bien, c'est de créer ton propre swipe file. Donc c'est un dossier dans lequel tu vas mettre par exemple toutes les tournures de phrases que tu as bien aimées, tous les titres qui t'ont plu, toutes des publicités qui ont attiré ton œil, toutes des pages de vente que tu as lues et qui t'ont donné envie d'acheter. Tu peux aussi observer ce que font les meilleurs. Si tu sais que dans ton secteur, tu as certaines personnalités ou certaines marques qui écrivent super bien, qui ont une super tonalité, qui ont une façon de vendre qui est super intéressante, tu peux quand même observer ce qu'ils font sans forcément recopier encore une fois. Et bien sûr, tu peux te former. Tu peux te former bien sûr, en ligne, en lisant des articles de blog, en suivant des formations en ligne. Tu peux aussi aller lire quelques livres pour connaître les principes de base du copywriting. Il y en a un qui est bien, celui que j'ai cité, c'est The Boron Letters de Gary Albert. Après, tu en as d'autres, mais je ne les connais plus par cœur, donc faudrait que je réfléchisse après. Mmh. Donc voilà un peu comment tu peux te former au copywriting. Ouais. Après, voilà, c'est une compétence qui se développe finalement sur le long terme. Ouais, quand même. C'est pas un truc, pour moi, c'est pas un truc que tu apprends en une semaine, alors que la pub Facebook, tu peux l'apprendre très très vite, par exemple, alors que le copywriting, pour moi, c'est vraiment une histoire de pratique. Et c'est aussi beaucoup du bon sens. Plus tu fais du copywriting, plus ça devient naturel. C'est pour ça que là, par exemple, je bug parfois quand je parle de ça, parce que c'est devenu naturel pour moi. Et donc, parfois, expliquer certains des concepts ou certaines façons, par exemple, d'écrire un titre, qui est devenu quelque chose de très naturel pour moi, j'ai du mal à l'expliquer. Ouais, je comprends bien, ouais. Et je te rassure, c'est quand même bien expliqué. Ouais, j'essaye. Mais après, c'est vrai que pour les titres, j'ai écrit un article de blog qui explique comment écrire des bons titres et je pense que je donne une série de conseils du type soyez spécifique, soyez clair, parlez du bénéfice, parlez de ce qui intéresse votre audience cible. Enfin, il y a toute une façon de faire pour écrire des bons titres. Mmh. OK, super. On m'avait parlé comment dire? D'associer finalement le storytelling au copywriting. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, le storytelling, c'est du copywriting, puisqu'en fait, quand tu écris un message, parfois tu vas raconter ton histoire. Donc pour moi, les deux sont liés. C'est juste que quand tu écris ton histoire, bah, tu dois aussi utiliser certaines tournures, tu dois parler des émotions de la personne, de tes émotions à toi, tu dois pouvoir te livrer et tu dois aussi suivre une structure de storyteller que je connais pas par cœur, honnêtement. Donc du coup, le storytelling ça fait partie du copywriting. Ouais, mais du coup, c'est quoi l'avantage finalement de parler de soi ou de raconter une histoire? Eh, Quel est pour moi, l'impact c'est finalement? quand tu parles de soi, tu crées une connexion, tu crées un lien émotionnel avec la personne puisqu'elle apprend à mieux te connaître et finalement à découvrir que tu as peut-être vécu les mêmes choses qu'elle. Donc c'est pour ça que raconter ton histoire, c'est très important quand tu essaies de te vendre. Parce que si tu débarques de nulle part et que d'une façon ou d'une autre, tu n'arrives pas à prouver à ton client idéal que tu n'as pas vécu les mêmes choses que lui ou que tu connais pas quelqu'un qui a eu cette problématique et que tu l'as aidé, c'est compliqué de te vendre. Donc du coup, tu dois faire des storytelling naturellement. Mmh. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile au début. On n'a pas forcément des histoires et C'est finalement, pas facile. le storytelling, ça vient un peu tout Mais seul finalement sur ton passé, ton expérience ou des histoires de exactement, de et ça peut être des copains. petites anecdotes, hein. Mmh. Ouais. C'est pas forcément des histoires, enfin, c'est pas forcément, quand on dit histoire, c'est pas un roman, hein. Ça peut être 3-4 lignes où justement tu vas donner des anecdotes en plus. Ouais, et c'est vrai que, bah, j'avais cette fausse croyance de me dire que je savais pas raconter d'histoire et finalement, bah, en suivant tes conseils, et au fur et à mesure, j'ai réussi bah, à me créer des petites histoires, des petites anecdotes qui plaisent bien, quoi, et C'est ça ça. crée et je confirme, ça crée bien la connexion avec la personne qui est en face de toi ou qui lit. Franchement, écrire des histoires, c'est tout un art. J'avoue que je suis pas le meilleur là-dedans, mais concrètement, dans une histoire, tu as toujours un héros, tu as toujours une situation de départ et tu as à la fin une transformation. Et donc, entre ça, entre la situation de départ et la transformation, tu as toute une série de choses que j'ai honnêtement oubliées. On appelle ça un arc narratif. Et tu auras, je pense, des obstacles, tu auras des apprentissages, des résultats. Et puis après, la fameuse transformation, c'est le héros transformé. Et donc, Ouais, le but, quand tu racontes une histoire, c'est de montrer comment ton client ou toi, tu vas être transformé après avoir vécu la situation de départ. ouais, bah, d'ailleurs les meilleurs films, c'est basé sur ça, hein, c'est pour ça qu'ils fonctionnent d'ailleurs. Star Wars, par exemple, c'est un film très connu où c'est basé sur un arc narratif de ce genre-là. Situation de départ, puis après, je pense, c'est l'appel à l'aventure, puis après, c'est les différents obstacles, les choses que tu apprends, les choses que tu découvres, et puis après, la transformation. Mmh.
Ouais. Ok. Donc toi, Danilo, tu m'as dit que tu étais spécialisé dans la pub Facebook. Oui. Donc comment tu mets un profil copywriting pour faire une bonne pub Facebook? Ouais, comme on en a un peu parlé, c'est que quand tu écris une pub Facebook, tu vas écrire un titre, donc en dessous de l'image, et tu vas aussi écrire une accroche. Encore une fois, je vais me répéter, si tu ne sais pas ce que veut ton client idéal, tu auras du mal à démarrer ta publicité. Si tu ne sais pas non plus parler de ton produit, ça on n'en a pas forcément parlé, mais tu dois à la fois parler de ce que veut ton client, de ce qui lui pose problème, mais tu dois aussi pouvoir vendre ton produit. Et donc, comment tu vends ton produit? Eh bien, tu parles des fameux bénéfices clients. Les bénéfices clients, c'est qu'est-ce que ton produit apporte au client. Donc, si par exemple, on prend, c'est un exemple que je donne souvent, les chaussures pour la course à pied. Si tu dis que tes chaussures, elles ont des semelles renforcées, ça va un peu rien dire pour ton prospect parce qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il va en retirer. Par contre, si tu dis que ces semelles renforcées vont lui permettre, et là, écoute bien, de résoudre un problème ou d'éviter une douleur, donc par exemple, d'éviter de se faire, d'avoir mal au mollet ou d'avoir mal au dos parce que tu sais que ton prospect, ben, il a souvent ce problème-là, c'est que quand il court, il a mal au mollet ou il a mal au dos. Et si tu dis justement que tes semelles permettent de l'éviter, naturellement, le bénéfice qui est induit, bah, c'est que ça permet d'éviter ces douleurs-là et de continuer de pouvoir courir autant qu'ils le veulent. Donc ça, c'est les bénéfices clients. Et puis, comme je te l'ai dit, tu dois terminer ta publicité par un call to action, appel à l'action. Donc, cliquez sur ce lien ou obtenez 20% de réduction dans les 24 heures. Voici le lien pour en profiter. Enfin, tu dois pouvoir en parler dans ta publicité et ça doit être naturel. Yes. Ok, bah super. Je pense on a fait un bon tour sur le copywriting. Est-ce que tu aurais une petite conclusion ou vraiment un dernier conseil à donner là-dessus? Écoute, je réfléchis. Pour moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de continuellement mettre en pratique. Continuellement, continuellement, chercher à s'améliorer parce qu'en fait, le copywriting, c'est quelque chose que tu vas toujours apprendre. Tu vas jamais être parfait là-dedans. Tu vas toujours apprendre des nouvelles choses, tu vas toujours pouvoir t'améliorer. Donc, c'est vraiment important de se mettre dans ce mindset, dans cet état d'esprit, de se dire que quel que soit le niveau de compétence que tu as dans le copywriting, tu peux toujours t'améliorer. Et ce que tu as besoin de faire pour ça, c'est d'observer ce qui se passe et de mettre en pratique. Super. Bah, écoute, ce sera le mot de la fin. Danilo, où est-ce qu'on peut te contacter si on a besoin de toi? Dis-nous tout. Alors, on peut me retrouver sur mon site daniloduchesne.com. Donc, je pense que tu mettras le lien dans les notes de l'épisode. Oui, Et sur mon site, vous avez soit la possibilité de vous inscrire à ma newsletter. Vous allez tout en bas de la page d'accueil, vous allez voir le footer, le pied de page. Vous allez voir un bouton pour vous inscrire à la newsletter. Et juste en dessous du bouton, vous avez tous les liens vers mes médias sociaux. Et ils sont tous à mon nom, Danilo Duchesne. Et vous pouvez me retrouver sur LinkedIn où je suis très actif et sur Instagram. yes. Bah, en tout cas, je confirme. Pour la petite anecdote, Danilo, je le suis depuis pas mal de temps sur sa newsletter. Il m'a donné pas mal de conseils. J'ai beaucoup appris grâce à toi. Donc, Merci. je suis hyper content de pouvoir faire ce podcast avec toi aujourd'hui. Euh, je pense sincèrement que ça peut aider pas mal de monde, là, tout ce que tu viens de nous citer. Et effectivement, s'ils veulent plus de compléments, bah, tu as fait une formation sur le copywriting. Ouais, elle se trouve aussi sur mon site, elle est disponible. Si vous allez sur le site, vous avez un onglet formation. Vous cliquez dessus et puis après, vous avez la possibilité entre une formation sur la pub Facebook ou le copywriting. Eh bien, si vous êtes intéressé par le copywriting, je vous invite à cliquer pour en savoir plus. Ok, super. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Danilo. Et Avec puis, plaisir. bah, je te souhaite une très bonne réussite. Merci et je te Salut. souhaite la même chose. À bientôt. Merci, à bientôt. Salut.